Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire qui est autour de la digitalisation dans le secteur de BTP. Donc, c'est un sujet qui est très vaste, mais nous allons quand même essayer d'aborder le maximum de points durant les 45 minutes que nous aurons ensemble. Donc, je me présente, je m'appelle Anes Tedjini, je suis ingénieur civil et diplômé de l'OHTP et aussi fondateur de Préconstruction.ma, une plateforme de mise en relation dans le secteur de BTP qui permet aux donneurs d'ordre dans le secteur de construction de sélectionner pour leurs projets des entreprises qui ont fait preuve de fiabilité, et ceci à travers un process qui est simple, collaboratif et complètement digitalisé. Donc, je souhaite la bienvenue à nos chers intervenants, que je remercie donc pour avoir accepté mon invitation. Et je vous présente tout d'abord donc Ismaël Ben Abdallah, donc architecte et chef d'agence de BMF Architects. C'est une agence installée à Rabat et donc qui existe depuis 30 ans, où on a travaillé sur des projets emblématiques au Maroc et à l'international, donc dont je peux vous citer le grand stade de Casablanca, le CHU d'Agadir, l'aéroport de Fès et le très beau siège de la CNSC sur Kenitra. Et la liste est encore longue. Donc nous avons aussi avec nous aujourd'hui Yahya Chehboun, ingénieur civil et fondateur de BIMBIST, un cabinet spécialisé dans le BIM, où on travaille sur la modélisation des maquettes, le BIM management, la transformation des scans en maquettes numériques. Et en seulement 5 ans d'existence, BIMBIST ont pu travailler sur des projets d'envergure au Maroc tels que la fameuse tour Mohamed VI, les jardins d'enfants et Borj el Tijaré. Et notre troisième intervenant, mais non le moindre, notre cher Hicham Kalsit, donc ingénieur civil diplômé de l'HTP, mais il a fait le switch vers le domaine informatique. Et donc, pour le moment, il est directeur du système d'information au niveau du port de Tanger et aussi expert en système de gestion intégré Odoo. Et ceci donc en élaborant des solutions métiers et des ERP orientés spécifiquement vers les entreprises de BTP afin de leur faciliter donc leurs opérations et démarches quotidiennes. Donc, le secteur de BTP, comme vous le savez, c'est un moteur de l'économie nationale. Il représente plus de 6% du PIB national et il fait partie des premiers secteurs en matière de création d'emplois. Donc, c'est vrai que la crise de Covid a poussé les intervenants du secteur à accélérer leur démarche de digitalisation, mais malgré ceci, le secteur de BTP présente toujours un retard significatif en matière d'adoption des outils de digitalisation, surtout dans les chantiers où on travaille, je dirais, par les mêmes méthodes archaïques pratiquées depuis des dizaines d'années. Donc, en tant que professionnel de BTP, on assiste quotidiennement à des pertes considérables en matière de ressources, de temps et de productivité. Et la digitalisation serait éventuellement l'un des moyens pour résoudre ces problèmes et améliorer la productivité des équipes. Que ce soit durant la phase, je dirais, des études de planification et de conception, ou et surtout durant la phase de chantier où les pertes sont beaucoup plus importantes et le taux de digitalisation est encore très minime par rapport à la phase des études. Donc, nos chers intervenants vont nous présenter leur vision en matière de l'état de la digitalisation dans le secteur de construction au Maroc, le retour d'expérience et les contraintes qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Donc, vous pouvez à tout moment, bien évidemment, donc, poser votre question ou remarque sur le chat. Mais en tout cas, à la fin du webinaire, on aura bien évidemment une session réservée aux questions-réponses. Donc, je commence par toi, Hichem. Donc, selon toi, pourquoi la digitalisation est devenue une nécessité dans le secteur de construction? D'accord. Merci, Anas, pour cette invitation et merci aux chers participants d'être parmi nous. Donc, je dirais l'entreprise de construction aujourd'hui vit dans un environnement en pleine mutation. Même à l'échelle mondiale, on est en train de constater un changement de paradigme qui est en train de s'opérer dans le secteur. Donc, on assiste à de plus en plus de standardisation. Les maîtres d'ouvrage raisonnent produit au lieu de raisonner chantier. Il y a une consolidation qui est en train de s'opérer. Les entreprises à travers des acquisitions et des fusions. Donc, l'automatisation, elle prend de plus en plus, d'ampleur. On assiste à des technologies nouvelles telles que l'intelligence artificielle, telles que l'impression 3D et son utilisation dans la construction. Et aussi, il y a une tendance à centraliser l'organisation de l'entreprise BTP. Donc, au lieu d'avoir une organisation éclatée par chantier, on assiste à une tendance de centralisation.
Les entreprises aussi sont en train de se spécialiser, d'accord? Donc, pour être plus productives. Et les clients deviennent de plus en plus exigeants, que ce soit en termes de délai, qui sont de plus en plus courts, en termes de prix aussi, et en termes de qualité. On assiste également à l'avènement de nouveaux matériaux qui changent la méthode de construire et qui shiftent la valeur des projets vers l'usine à partir au lieu de la réalisation locale sur chantier. Dans le tertiaire également, dans le tertiaire par exemple, on voit peu de maçonnerie au profit de la préfabrication et autres. Donc les chantiers dans les chantiers, on assistera plus au montage, davantage de montage que de réalisation sur place. Mais face à ces changements, on est en présence d'un secteur en mal de performance. Donc, pas seulement aujourd'hui, mais depuis toujours, pour des raisons vraiment structurelles. D'abord parce que qui sont spécifiques par rapport à d'autres secteurs comme l'industrie ou les services. D'abord, la construction ou le secteur de construction est un écosystème éclaté. Donc, il y a plusieurs acteurs et ces acteurs, en général, se réunissent à l'occasion d'un projet, donc pour une durée éphémère. Donc, ils n'ont pas le temps de se connaître et d'affiner leur méthode de travail ensemble. Il y a peu de process répétitifs. Chaque projet est traité comme à part entière avec ses études, avec ses spécifications. Aussi, les projets, ils sont décentralisés. Donc, une entreprise de construction, il a plusieurs projets et chaque projet dispose de sa gestion autonome, ce qui empêche un peu la mutualisation des ressources humaines et matérielles. Comme aussi, c'est une réalité mondiale, donc les ressources humaines en BTP sont en général sous-qualifiées. Voilà. Donc, face à tout ce contexte, donc l'entreprise affronte des défis pour le futur, une pression de plus en plus forte sur les prix, euh, donc face à des clients de plus en plus exigeants et un marché de plus en plus concurrentiel. Il y a une augmentation aussi de la matière première. Ça, c'est une incidence directe du Covid et autres. Et puis, il y a à chaque fois de nouveaux entrants qui risquent de changer la donne et l'environnement compétitif. Un facteur aussi important, un défi qui attend les entreprises, c'est une augmentation notoire dans la complexité des grands projets. Maintenant, on entend des terminologies nouvelles telles que le smart building, la performance énergétique, les bâtiments intelligents, la GTC, l'éco-construction. Et l'entreprise elle doit faire face à ces défis. Donc, tout ça, cet environnement et ces défis qui attendent les entreprises, l'oblige à repenser ses méthodes de travail et à chercher de l'optimisation et les pistes d'optimisation. Et la digitalisation, à mon avis, c'est un élément clé. Ça peut être même une bouée de sauvetage dans ce contexte difficile. Donc, la digitalisation, il permet à mon sens, il permet de favoriser déjà la collaboration en interne et en externe. Donc, et ça permet de décloisonner les chantiers et de dégager des pistes d'optimisation. Ça permet aussi à l'entreprise de structurer ses données. Euh, euh, un ERP, par exemple, c'est d'abord une base de données centralisée où il y a toute l'information dans l'entreprise. Ça permet aussi de mieux exploiter ces données une fois qu'elles sont structurées. Donc, on peut chercher, on peut trouver l'information qu'il faut et on peut même dégager des reportings en temps réel. Ça permet la maîtrise de la chaîne logistique, donc en relation avec la production sur chantier, l'approvisionnement, les achats, la gestion de stock et autres. Donc, c'est un outil d'aide à la décision et même d'automatisation future des décisions opérationnelles grâce à l'analyse de données. Voilà. Donc, c'était un peu ça l'image globale de l'intérêt de la digitalisation pour les entreprises de construction.
D'accord. Merci Anas. Merci beaucoup, Seychelles, pour ce partage et ce point de vue intéressant. Certes, donc la collaboration, la data sont des outils importants dans la digitalisation, surtout donc, en matière de prise de décision, parce que c'est par manque de data qu'on trouve des difficultés pour prendre la décision. Et donc, la digitalisation résout ce problème. Donc, maintenant, je m'adresse à toi, Smaïl. Les architectes sont, je dirais, les initiateurs et les pilotes d'un projet de construction. Et donc, si on veut digitaliser donc le secteur de construction et la chaîne de valeur dans le secteur, pour que l'adoption aussi du BIM réussisse vraiment, les premiers qui doivent le faire sont les architectes. Donc, Ismaël, toi, en tant qu'architecte, est-ce que tu peux nous éclaircir l'état des lieux en matière de la digitalisation des process de construction dans les agences d'architecture? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de partager aujourd'hui cette réflexion sur le thème de la digitalisation des entreprises dans le secteur du bâtiment au Maroc. Donc, notre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt et de l'importance de ce sujet pour la construction du Maroc de demain. Donc, en effet, les délais, les contraintes, les demandes actuelles nous poussent à produire de plus en plus vite. C'est pourquoi l'outil informatique est primordial pour l'ensemble des entreprises dans le secteur du bâtiment. Donc, dans cette réflexion, j'essaierai de mettre en exergue en quoi la digitalisation est un outil pour l'architecte de demain, architecte qui est un maillon fort et incontournable dans un projet de construction. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer quel est notre processus conceptuel à partir des différents outils informatiques que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Puis, dans un second temps, nous allons nous intéresser à la démarche BIM afin d'en dégager les avantages pour l'architecte et l'ensemble des intervenants au service du projet. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, notre métier est très dépendant du numérique et du digital. Nos travaux sont réalisés et conceptualisés sur différents logiciels informatiques. Donc, en effet, bien que la phase de conception d'un projet se fasse encore à la main, on passe généralement assez rapidement à la numérisation et à la production des premières esquisses sur des logiciels informatiques. Donc, on distingue deux types de logiciels. Donc, des logiciels pour la conception architecturale en 2D ou en 3D qui aident à la production de dessins techniques, donc les plans, les coupes, les élévations, et des maquettes 3D numériques. Et généralement, les logiciels les plus utilisés sont AutoCAD, Archicad ou encore Revit. Donc, ce passage au dessin assisté par ordinateur, qu'on appelle DAO, a été une première évolution dans les années 90 pour le travail d'architecte. Donc, le deuxième type de logiciel sont des moteurs de rendu, d'images de synthèse. Ils sont beaucoup plus récents, ou encore des vidéos virtuelles permettant de représenter, de communiquer et de faire comprendre facilement le projet. Donc, on retrouve aussi une panoplie de logiciels comme Lumion, 3ds Max, Artlantis, etc. Donc, ces logiciels sont en constante évolution et permettent d'atteindre de plus en plus facilement et rapidement des productions graphiques réalistes et de grande qualité. Et donc, permettent à l'architecte d'être efficace et même, je dirais, efficient. Cependant, l'architecte se doit d'être continuellement informé de ces évolutions technologiques qui peuvent aussi avoir un coût conséquent. Et donc, l'architecte est aujourd'hui obligé d'investir dans du matériel informatique lourd, puisque ces différents logiciels demandent que les postes de travail soient relativement puissants. Par ailleurs, ces évolutions technologiques ont ouvert d'autres possibilités aux architectes, notamment avec une nouvelle philosophie de travail qui est en train de prendre le dessus au Maroc, puisqu'elle se voit aujourd'hui imposée dans la plupart des grands concours architecturaux lancés par les autorités marocaines pour la construction des grandes infrastructures, ce qui pousse et ou oblige les architectes marocains à s'y intéresser. Donc, cette démarche, appelée BIM, est basée sur la collaboration et le partage d'informations en temps réel entre les différents intervenants du projet, y compris le maître d'ouvrage. Cela à partir d'une maquette numérique 3D commune qui est alimentée par chacun au fur et à mesure des différentes étapes du projet. Cette maquette n'est pas simplement un modèle en 3 dimensions dessiné, mais c'est une représentation 3D d'un bâtiment en projet ou déjà construit, intégrant
toutes les informations sur les caractéristiques techniques et architecturales de ce bâtiment. C'est une sorte de modèle informé. Donc, de plus, cette démarche, c'est aussi une nouvelle méthode ou approche du projet qui diffère des méthodes connues et de la méthode classique et a de nombreux avantages, puisqu'elle permet de coordonner l'ensemble des corps de métier à partir d'une même base. Jusqu'à maintenant, le partage des fichiers entre les différents corps de métier était compliqué par la nature des documents qui sont différents. Par exemple, aujourd'hui, les ingénieurs doivent redessiner le projet en 3 dimensions en se basant sur les documents en 2 dimensions, plans et coupes fournis par les architectes. Donc, le temps passé à cette tâche est non seulement perdu, mais entraîne souvent des erreurs, car il est impossible de redessiner strictement ce que l'architecte a fait. Ces incohérences se répercutent ensuite à chaque étape, ce qui engendre des pertes considérables de temps et d'argent. De plus, le travail collaboratif étant l'un des atouts du BIM, un gros travail a été effectué afin de faciliter le partage des fichiers. Donc, il est donc possible actuellement de passer d'un logiciel à l'autre avec plus de facilité en utilisant le format IFC. Donc, la compatibilité de ce format avec plusieurs logiciels différents permet donc d'échanger des fichiers plus facilement, mais surtout, il permet de transmettre un fichier sans perte d'informations ou encore très peu. Par ailleurs, les informations que fournit la maquette nous permettent d'analyser plus précisément le projet. Donc, dans le sens où l'on peut facilement estimer le coût de l'opération avec plus de précision qu'auparavant, ce qui est primordial dans un projet de construction. En effet, puisque ça évite d'avoir de très mauvaises surprises en cours de chantier ou autre. Et enfin, toutes les informations que recèle la maquette numérique d'un projet ne permet pas uniquement de mieux gérer la phase de chantier. Elle est également utilisable tout au long du cycle de vie du bâtiment. En effet, donc, possédant toutes les informations concernant le bâtiment, il est facile par la suite d'entreprendre des travaux de maintenance, de restauration, de réhabilitation. Donc, en somme ou en conclusion, donc, la démarche BIM permet tout au long du projet, que ce soit en phase d'étude ou en phase de chantier, ou même après le chantier, d'accompagner et de faciliter aux intervenants la conception et la création d'un projet de qualité. Merci. Merci beaucoup, Smaïl. C'était vraiment un plaisir de t'écouter dans ton point de vue sur la digitalisation en tant qu'architecte. Et maintenant, restons sur le sujet du BIM. Donc, Yahya, est-ce que tu peux nous éclaircir sur la démarche du BIM? Et j'aimerais bien que tu rentres un peu dans les détails. Comme ça, tu nous montres par exemple une maquette. Comme ça, nos chers participants puissent voir comment les choses passent dans la réalité. Tout d'abord, je tiens à vous remercier les participants conférenciers qui ont répondu présent à cette invitation, malgré cette période très chargée. Et merci pour leur implication dans ce webinaire. Donc, bon, parmi les nombreuses applications des nouvelles technologies apparues ces dernières années, donc on trouve l'association entre le BIM et la GMAO. Donc, est l'une des plus promoteuses pour la maintenance en général et facility management en particulier. Donc, tout d'abord, je vais déterminer rapidement c'est quoi le BIM, c'est quoi le GMAO. Donc, le BIM, c'est tout simplement c'est une méthode de travail fondée sur une maquette numérique et paramétrique 3D contenant des données intelligentes et structurées. Donc, ces méthodes permettant ou bien permettent le partage d'informations fiables sur un équipement ou une infrastructure. Et la GMAO est une méthode ou bien outil de gestion de la maintenance par, comment dirais-je, par le biais d'un logiciel permettant de gérer les différentes tâches de la maintenance des équipements au sein d'une entité, entreprise ou bien collectivité ou bien une administration. Donc, si on veut savoir c'est quoi ou bien à quoi sert le BIM, donc tout simplement, je peux dire que le BIM permet de structurer et de partager et d'analyser plus facilement et plus efficacement des informations. Donc, c'est-à-dire grâce à cette modélisation ou bien cette représentation des données en 3D simplifie la visualisation des différents éléments d'un bâtiment
d'un équipement ou d'une machine, tout simplement. Donc, c'est-à-dire on trouve tout ce qui est données, tout ce qui est géométrie et tout ce qui est documentation. Donc, si je veux dire c'est quoi, comment le BIM et la GMAO, comment ça marche, donc après qu'on a donné deux définitions pour ces deux termes-là, donc tout simplement en regroupant les informations et arborescences techniques existantes sur un équipement, un bâtiment. Donc, une GMAO moderne peut, grâce au BIM, activer un module 3D qui permet de croiser toutes ces informations et de présenter dans un mode de visualisation interactif, c'est-à-dire à travers un cloud, tout simplement. C'est-à-dire on a un cloud, une base de données qui regroupe toutes ces informations essentielles pour un exploitant industriel, par exemple. Par exemple, je donne quelques exemples parmi ces objectifs. Il facilite le transfert de données concernant le bâtiment ou l'équipement du constructeur à l'exploitant, d'aider les opérateurs de maintenance à localiser chaque équipement grâce à la visualisation 3D et d'accéder rapidement aux fiches techniques. Donc, au lieu de chercher, donc, si on consulte maintenant les organisations industrielles sur leur historique de maintenance, donc ils vont gaspiller énormément de temps pour extraire ces données-là. Par contre, aussi, on trouve, troisième avantage, c'est de transmettre aux propriétaires en temps réel les informations concernant l'entretien de ces actifs-là, c'est-à-dire le coût, la durée, qui a entretenu cette machine, etc. Et pour conclure, avant de passer à une maquette concrète, donc en intégrant maintenant, on vient de voir actuellement une intégration de technologies IoT, c'est-à-dire les objets connectés, c'est-à-dire la collecte de données est encore enrichie et simplifiée, ce qui rend la maintenance et la prise de décision encore plus précise et facile, c'est-à-dire en temps réel. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle nous la maintenance proactive, ou bien, c'est ça. Donc, c'est de déterminer l'anomalie avant d'y apparaître. Donc, par exemple, on a une fréquence qui baisse, etc. Donc, on a une détection d'anomalie rapide. Donc, je vais vous montrer ici un exemple. Donc, vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Oui, on le voit, oui, c'est bon. Très bien. Donc, ça, c'est une usine réalisée en Allemagne par notre équipe, donc par nos collaborateurs. Donc, bon, je vais faire une petite visite ici, réelle. Donc, c'est à l'unité B. Donc, je vais entrer dedans. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est un cas concret. Là, on a le responsable de maintenance qui est localisé pas en Allemagne, mais il est localisé en Australie. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire de rapprocher au responsable de maintenance une maquette qui englobe toutes les données et toutes les informations, tous les documents nécessaires pour établir cette mission-là. Donc, tout simplement, en cliquant sur, par exemple, cette pompe, il peut déterminer sur le cloud les fiches techniques, euh, la marque, qu'est-ce qu'il y a comme souci. À partir de cette maquette-là, il peut même la connecter avec ce qu'on appelle maintenant, qu'on a cité tout à l'heure, c'est le système IoT, c'est-à-dire de détecter à l'amont les soucis qui répondent à cet équipement-là. Bien sûr, cette démarche-là, c'est à travers on a fait tout simplement un recollement, un scan to BIM, c'est-à-dire on a levé le nuage de points de ce projet-là. Après, on a transformé ce nuage de points en un élément 3D regroupant des informations et des fiches techniques et des géométries nécessaires pour cette prestation de maintenance à distance et qui soit à l'attente du client. Donc, je vous remercie pour ce temps accordé. J'espère que c'est un petit peu clair. Non, merci beaucoup, Yahya. Merci. Donc, je sais que les quelques minutes que tu avais donc n'étaient pas vraiment suffisantes pour bien rentrer dans les détails, mais ça a été quand même très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, donc, pour passer à une autre thématique, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste, donc, les outils de digitalisation sont disponibles. Donc, comme on voit, donc, on trouve le SaaS, on trouve le BIM, il y a tous les outils donc, qui existent sur le marché. Mais donc, ce ne sont pas les outils qui manquent,
Parce que dans la réalité, sur le terrain, donc on voit autre chose. Éventuellement, les intervenants dans le secteur doivent faire plus d'efforts afin de changer les mentalités et faire de la digitalisation leur levier pour améliorer leur croissance, compétitivité et être plus résilients face à la crise. Et donc, moi, je voudrais savoir, et je pose cette question à nos chers intervenants, selon votre retour d'expérience, quelles sont, je dirais, les contraintes et les limites de la transition digitale du secteur de construction marocain, que ce soit en ce qui concerne le BIM, les ERP ou même les SaaS. Donc, si tu peux donc commencer, Smaïl. Si Ismaël, il faut activer le micro. Vous m'entendez? Maintenant, c'est bon. Oui, Maintenant, oui, c'est bon. Donc, je disais que moi, je vais beaucoup plus parler du BIM. Donc, effectivement, que opter pour une démarche BIM apporte de nombreux avantages attrayants dans le processus du projet. Mais néanmoins, la maquette numérique a aussi ses inconvénients. Et donc, voici 3 inconvénients que par expérience, je trouve importants et dans lesquels je pense que, en tout cas, les architectes marocains sont confrontés, auxquels ils sont confrontés. Donc, tout d'abord, on a l'un des premiers inconvénients, c'est tout d'abord la formation sur les logiciels BIM. Donc, en effet, actuellement, l'apprentissage de cette pratique se fait de plus en plus dans les écoles d'architecture, bien que cela reste encore localisé, encore pas réellement intégré dans la formation. Donc, cependant, les architectes exerçant déjà et n'ayant pas eu de formation initiale sur ces logiciels, les BIM, peuvent se retrouver complètement perdus. Donc, or, le coût des formations reste aussi relativement élevé au jour d'aujourd'hui. Et même si des formations en quelques jours sont disponibles, il est impossible d'intégrer aussi rapidement toutes les fonctionnalités d'un logiciel. Il est donc nécessaire de poursuivre une formation continue sur le logiciel en question afin d'expérimenter et de connaître au mieux toutes les possibilités qu'il propose. Néanmoins, se former en continu demande d'avoir le temps d'expérimenter, de s'y intéresser avant de pouvoir l'utiliser au mieux. Donc là encore, cette solution demande du temps, ce dont un architecte en exercice peut manquer. Donc, deuxièmement, on retrouve la perte de liberté dans la conception. Je reviens sur le thème de standardisation. Effectivement, donc les logiciels permettant de travailler le BIM utilisent en général une méthode de fonctionnement basée sur une bibliothèque d'objets modifiables. Donc, cependant, cette bibliothèque reste assez sommaire, contient la plupart du temps des objets standards. Donc, bien que des bibliothèques annexes soient disponibles en ligne, il est assez difficile d'atteindre pleinement ces attentes en termes de conception. Donc, j'entends par là que l'architecte se trouve rapidement restreint dans la conception de son projet par cette bibliothèque trop limitée. Donc, si l'on veut pousser au maximum la conception architecturale d'un projet que l'on travaille, les différents espaces du projet jusqu'au mobilier pour créer des ambiances particulières et pour créer des objets sur mesure, on doit alors modéliser cet objet avant de pouvoir l'intégrer dans le projet. Or, encore une fois, la création d'objets nécessite beaucoup de temps, mais surtout un bon niveau de connaissance du logiciel. C'est-à-dire qu'au final, l'architecte devient un informaticien où on se retrouve à plus essayer de comprendre comment fonctionne le logiciel plutôt que penser à la forme et à la fonction et à ce qui est notre but premier. Donc, cette manière de travailler donc, conditionne plus ou moins une certaine architecture, ce qui peut restreindre la liberté de conception de l'architecte. Ce qui est pour moi, comment dire, c'est une aberration ou encore une situation assez grave pour l'architecture. Et troisièmement, on a aussi le coût du matériel. Donc, pour travailler avec une méthode BIM, donc on a l'utilisation des logiciels nécessaires au BIM demande de posséder des postes de travail assez puissants donc pour les faire fonctionner et profiter de toutes leurs fonctionnalités sans gêne. Donc, la démarche BIM demande un investissement important, ce qui peut être handicapant pour la trésorerie de certaines ou des agences d'architecture.
Voilà ces 3 points. Donc, en conclusion, on comprend donc que le manque de connaissances, le coût du matériel, le temps nécessaire pour une bonne formation, le changement de méthode freinent la plupart des architectes à travailler avec le BIM. Donc, il serait donc intéressant, je pense, de réfléchir à des aides ou à des collaborations ou à des coopératives qui puissent faciliter et pousser les architectes marocains vers une migration vers la démarche BIM. Merci. Merci beaucoup, Smaël. Hicham, si tu peux, ou plutôt, je pense Yahya, c'est mieux que Yahya continue sur le sujet parce que il Ouais, s'intéresse plus au BIM. donc je suis d'accord avec Sismaël. J'ajoute juste deux points. Donc, premier point, c'est la gestion des modifications. Donc, on trouve maintenant des projets qui nécessitent, là, tu reçois 4-7 modifications par lot, donc par jour, donc énorme demande de modification, plus garder toujours la qualité. Donc, je vous donne un exemple. Quand il s'agit d'une maquette élaborée en lot de 500, par exemple, ou lot de 400, donc si on reçoit des modifications, donc ça traîne beaucoup, vu que, par exemple, on a des calculs qui sont détaillés, qui sont recommandés et tout. Donc, si on fait un petit calcul, on trouve qu'on doit cliquer 6000 clics pour modifier tout simplement une seule surface. Donc, toujours, il faut adapter l'usage et adapter aussi la démarche selon les contraintes du projet. Donc, bon, ça, c'est en général. Deuxième point, c'est en point de vue BIM et GMAO. Maintenant, les organisations industrielles, donc, on trouve, donc, comment dirais-je, on n'arrive pas à contacter le client pour lui communiquer ses avantages de BIM GMAO, c'est-à-dire, c'est difficile de les communiquer. Donc, ce que je propose en tant que prestataire BIM, c'est qu'il faut sensibiliser ces organisations industrielles et leurs collaborateurs sur la digitalisation du secteur industriel euh, via le BIM. Je sais très bien qu'ils sont développés sur d'autres usages et d'autres solutions. Aussi, il faut créer des showrooms ou bien des salons virtuels ou réels par les développeurs des logiciels et des plateformes collaboratives et inviter ces organisations pour leur rapprocher cette prestation. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Je Yahya. vous remercie. Ouais. Hicham, si tu peux nous donner ton point de vue, surtout en ce qui concerne les SaaS, les ERP, quelles sont donc les contraintes qui freinent, je dirais, l'adoption de ces outils technologiques. Le micro. Merci CNF. En fait, la problématique, elle est effectivement réelle. Euh, il y a une étude sectorielle qui a été faite par McKinsey et qui montre que 80% des projets de digitalisation de RP des entreprises de construction, ils échouent ou bien n'atteignent pas leur objectif. Donc, il y a un diagnostic qui a été fait et certaines erreurs sont à éviter et il y a des bonnes pratiques à respecter. Donc, je commencerai d'abord par les bonnes pratiques, si vous voulez. Donc, c'est, à mon avis, il faut faire le focus d'abord sur la résolution des problèmes profonds de l'entreprise, avant de parler choix de logiciel ou de RP. Le RP, c'est un système générique, c'est un système de gestion intégré qui a été pensé pour plusieurs types d'entreprises, plusieurs types d'activités. Et il faut choisir la solution qui permet de résoudre les problèmes profonds de l'entreprise. C'est aussi important parce que ça permet de présenter le RP comme une solution plutôt qu'une problématique. Il faut aussi ne pas raisonner déploiement de RP sans aligner l'organisation qu'il faut, la formation des équipes aussi. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas faire des raccourcis. Il faut s'investir là-dedans. Donc, troisième bonne pratique, je dirais, ce serait intégrer les différents projets dans, dans le système. On peut adopter un projet pilote dans un premier temps, mais il faut penser la solution comme une solution globale qui touche à tout le périmètre de gestion de l'entreprise et à tous les chantiers
et ça permettra de dégager de la valeur ajoutée à travers l'optimisation, la mutualisation des ressources humaines et matérielles sur les différents chantiers. Alors, les erreurs à éviter, donc, quand on parle de 80% de taux d'échec, on peut penser à deux causes possibles. C'est soit la technologie n'est pas adaptée, ou bien il y a un problème au niveau du déploiement. Donc, quand on regarde un peu les ERP disponibles sur le marché, déjà, le concept ERP, c'est pas comme le BIM, ça date déjà de 1990, donc les solutions sont assez matures. Et ils gagnent de plus en plus de simplicité, la plupart des solutions du marché ont migré en mode SaaS. Cela veut dire que ça ne nécessite pas une installation, une infrastructure à installer. C'est des solutions qui peuvent être, les données peuvent être hébergées sur le cloud et ça donne déjà l'avantage de la mobilité, de la disponibilité, du partage, de la sécurité. Et même, ça permet aux entreprises d'accéder à des ERP avec des offres compétitives et, et le déploiement, il peut se faire graduellement, au fur et à mesure du développement de l'activité de l'entreprise. Voilà, donc le problème n'est pas technologique, mais plutôt d'ordre humain. Et la plupart, les erreurs fréquentes qu'on regarde et qu'on constate, je dirais la première des erreurs à ne pas faire, c'est penser que l'ERP, c'est une affaire d'informaticien où le patron va déléguer la digitalisation de l'entreprise à un département technique. Ce n'est pas le cas. Un ERP, c'est un système de gestion intégré. Il a un niveau d'importance stratégique qui fait qu'il doit être considéré par le management et suivi par le management. Voilà, ça c'est important. D'autant plus que des fois, les collaborateurs, pas tous les collaborateurs, ne trouvent leur compte dans le déploiement d'un ERP, puisque ça peut induire des changements, ça peut diminuer l'importance de certains postes, etc., de certaines fonctions. Voilà. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas se faire accompagner. Un ERP, il ne faut pas confondre avec une solution type Excel ou autre qui va être opérationnelle telle qu'elle est. Donc, il a un niveau assez élevé de complexité et il faut faire appel à des gens qui ont eu l'occasion de travailler sur le système de gestion intégré, qui ont vu des problématiques, qui ont traité des problématiques similaires. À ce moment-là, je dirais que je conseillerais de choisir des intégrateurs ou de se faire accompagner par des gens qui ont traité des problématiques similaires aux vôtres. Donc, ça rend la vie plus facile et ça permet un gain de temps et de pertinence. Aussi, il ne faut pas chercher à emprunter des raccourcis dans la démarche de déploiement. Le dicton rien ne sert de courir, il faut partir à point, il s'applique par excellence aux ERP, au déploiement des ERP. Parce que le paramétrage est très, très important. Et une erreur commune que je vois pas mal d'entreprises commettre, c'est d'installer le logiciel et de le livrer aux employés tel qu'il est. Alors que le paramétrage, ça permet de dégager une réelle valeur ajoutée, comme d'abord c'est le référentiel documentaire de l'entreprise. Donc c'est similaire à toute la documentation qui se fait dans le cadre d'une certification ISO 9001, par exemple, sauf que cette documentation-là, elle est informatique. Donc là, le paramétrage, il englobe la modélisation des process de l'entreprise, quels sont les utilisateurs de l'ERP, quelles sont leurs habilitations, quelle est la criticité de l'information. Et tout ça, c'est des informations importantes qu'il faut insérer dans le logiciel avant de le livrer aux employés. Et je dirais même qu'il faut intégrer les collaborateurs dans cette démarche de paramétrage. Et ça permettra ça permettra de motiver les employés puisqu'ils sont
impliqués dès la phase de paramétrage. Aussi, c'est important d'intégrer toutes les données existantes. Il faut s'imaginer à la place, il faut se mettre à la place d'un employé, et il ouvre un nouveau ERP et il ne trouve rien. Pas d'article, il ne trouve pas ses factures, il ne trouve pas ses contacts, etc. C'est décourageant parce qu'il sait qu'il y a tout un travail énorme à faire et en plus, il y a le risque d'erreur est très élevé parce que on va saisir une information pour la première fois sur un système qu'on ne connaît pas ou bien qu'on ne connaît pas assez. Et ce qui se passe, c'est que on peut introduire les données d'une façon erronée ou mal appropriée et travailler avec le logiciel, avec le système. Et après des mois d'utilisation, on veut sortir un tableau de bord, on veut automatiser une tâche, et on trouve qu'on ne peut pas le faire parce que à la base, tel article, par exemple, au lieu d'être désigné comme un article stockable, il a été désigné, paramétré comme un consommable, ou bien comme un service, d'accord? Ou bien parce que tel article, il est facturé selon la quantité commandée et non selon la quantité livrée. Donc, le logiciel, il ne peut pas tout comprendre, il ne peut pas se mettre à la place de l'utilisateur. Il faut prendre le temps de le paramétrer intelligemment pour s'assurer que tout ira bien par la suite. Et le temps qu'on va déployer sur le paramétrage, on va le gagner certainement au niveau de l'utilisation et de l'exploitation de l'ERP. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas sous-estimer hein, le projet de déploiement. Ça ne se fait pas sur des jours, ça ne se fait pas sur des semaines, ça se fait sur plusieurs mois, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs. Aussi, une erreur fréquente que je remarque, c'est qu'on a tendance à se lancer trop dans des démarches de développement spécifiques. On essaie d'adopter l'ERP à notre façon de travail. D'accord. Après, ça dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Mais pour une PME moyenne qui œuvre dans la construction, il ne va pas inventer ces processus. Peut-être même c'est plus important de se caler par rapport à un modèle existant qui a fait ses preuves que d'aller s'amuser à faire des développements spécifiques. D'abord parce que le développement spécifique, il coûte cher. Ça d'une part. Et ça peut mener à une usine à gaz et décourager les utilisateurs. D'accord? Donc, et il faut même des fois raisonner par l'approche de Pareto. Même si, par exemple, j'ai une facture et je l'ai dite, et j'ai besoin, par exemple, je suis sur un marché public, j'ai besoin d'intégrer dans ma facture les retenues de garantie ou bien la taxe professionnelle ou autre, et chose qui n'est pas offerte par le système. Moi, je conseillerais même de ne pas, si c'est un peu compliqué, je conseillerais par exemple d'éditer la facture, de l'exporter sous format Excel, de faire les modifs à la main, ou bien d'ajouter un article qui s'appelle déduction avec le montant de la réduction de la retenue qu'on va calculer manuellement, au lieu de se lancer dans le développement. Tout ceci pour pouvoir faire le focus sur les problématiques réelles qui dégagent de la valeur ajoutée. Voilà, je pense que c'est un peu ça Merci Seychelles, mon merci beaucoup. interprétation de la situation. Merci. Merci beaucoup Seychelles. Je pense que ça a été vraiment très très intéressant. Je pense parmi les choses qu'on peut récapituler, c'est il faut éviter donc le développement spécifique, le manque d'engagement du management, de prendre des raccourcis. Et aussi, donc, il faut bien sûr intégrer les collaborateurs dans la démarche de digitalisation afin d'éviter tout échec. Donc, merci Hichem, merci Yahya, merci Ismail. Ça a été vraiment très enrichissant. Et je pense certainement on devra programmer d'autres webinaires pour traiter des sujets ou des problématiques qui sont plus spécifiques. Donc, maintenant, je donne la parole à nos chers intervenants. Je pense déjà que nous avons des questions sur le chat. Donc, sinon, donc, pour les personnes qui veulent prendre la parole, donc on peut activer le micro. Juste, donc, je pense qu'il y a une possibilité de lever la main. Donc, on peut donner la parole à nos chers. Oui, je vois déjà des personnes qui ont levé la main, c'est ça? Donc, je pense on va commencer par le chat parce que ce sont les questions qui ont été posées en premier lieu. Donc, c'est Ismaël Abdal. Donc, sa question, c'est qu'est-ce qui freine le recours au BIM, sachant que les moyens technologiques sont disponibles et que
les formations en la matière sont abondantes ou même gratuites. Donc, qui pourrait prendre cette question? Ya- Yahya, Ismaël, je pense que vu que c'est autour du BIM. Oui, bah, je pense que c'est comme ce que j'ai expliqué, c'est que la démarche du BIM, il faut prendre, enfin, les formations existent, on est d'accord. Bon, elles coûtent cher, elles demandent du temps, donc il y a déjà le temps, donc il faut se former, il faut avoir le temps d'expérimenter, de rentrer dans un processus où on dit, bon, là, on peut se tromper, donc on a le temps de se tromper, alors que quand on est déjà un architecte qui exerce déjà, on n'a pas vraiment le temps de se tromper. Donc, il faut revenir un peu en arrière, prendre du temps. Et ensuite, ce qui est assez important, c'est que la démarche BIM, outre les fonctionnalités informatiques, c'est aussi une démarche, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui permet d'approcher le projet différemment. C'est-à-dire qu'on ne l'approche pas comme de la façon classique. Je donne un exemple. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire une maquette BIM. Pour l'alimenter, il faut commencer une maquette 3D, il faut l'alimenter avec beaucoup de détails. C'est-à-dire que là, on approche le projet directement avec du détail. Alors qu'en règle générale, on ne le fait pas, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Et ce qui peut aussi, ce qui freine les architectes qui ont déjà leur méthode, ils savent comment ça marche, ça a toujours marché comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Qui, donc là, ça pousse à vraiment s'ouvrir et être d'accord avec le principe. Et c'est pour ça qu'au final aussi, c'est beaucoup d'informatique, parce qu'au début, un architecte n'est pas un informaticien, encore une fois. C'est qu'on se retrouve à les emplois, enfin, les postes changent. On a un BIM modeler, on a un BIM management, et on ne sait même pas s'il peut il peut ne pas être architecte et être un BIM management. Donc, c'est-à-dire que même les postes au sein de l'agence sont différents. On n'a plus de. Voilà, c'est pas comme dans la manière classique, on a des architectes. La personne peut même ne pas être architecte et aider au projet. Voilà, donc c'est quand même une transformation de la philosophie qui pour moi, quand même pose problème. Merci, merci Ismaël. Yahya, tu as des choses à rajouter? Bon, concernant la formation, donc pour moi, en BIM, il y a deux volets. Donc, le premier volet, c'est de maîtriser les standards relatifs au BIM. Pour tout ce qui est standard, lorsqu'on dit standard, c'est-à-dire maîtriser les conventions, les chartes BIM, euh, la structuration des données, etc. Euh, le deuxième volet, c'est effectivement ce que Ismaël, M. Ismaël a cité, c'est que la partie modélisation. Donc, bien sûr, tu ne peux pas exprimer votre produit, bien votre livrable, sans maîtriser le volet de modélisation. Quand on dit modélisation, c'est tout ce qui est modélisation des objets, tout ce qui est ce qu'on dit en BIM. Il y a deux parties, ce sont les familles libres et les familles hébergées. C'est-à-dire les familles qui englobent par exemple les murs, les photographes, etc. Et maintenant, ça devient plus compliqué parce qu'il y a du détail, il y a qu'il y a un développement ou bien qu'il y a une complexité dedans. Deuxième partie, ce sont les objets, les familles, parce que là, ça devient vraiment très compliqué un petit peu, qui nécessite une ressource ou bien deux, juste pour atteindre quelques bien petites ou bien des courtes objectifs. Ok. Donc, mais apparemment, actuellement, c'est-à-dire en 2022, on trouvera cette formation, on trouvera ces formations en ligne, des formations des centres de formation qui ont une, une qualité assez performante. On trouve même des écoles, des universités, même si le prix est très cher. Bon, je sais pas, bon, c'est un autre sujet. Par contre, à l'étranger, donc, on trouve des formations accessibles. Par exemple, à Singapour, on trouve le prix des formations de management à $3 000. Ici, au Maroc, on trouve 80 000 dirhams, donc c'est 8 000 euros. Donc, à l'Inde, on trouve des centres de recherche qui font des formations aussi $2 000, qui est accessible à tout le monde presque. Donc là, vraiment, c'est ça, bien sûr, ça vient de commencer. On sait très bien, ça vient de commencer. On sait très bien qu'il y a des formateurs qui viennent de l'étranger qui font cette tâche-là. Donc, quand même, mais on a des potentiels ou bien des formateurs de qualité.
qui sont purement marocains. Là, on n'oublie pas l'Afrique de l'Ouest. Il y a je viens de rentrer de Dakar, au Sénégal, donc il y a vraiment de potentiel là-bas. Aussi en Côte d'Ivoire, en termes de BIM, il y a des recherches, des ingénieurs, des techniciens qui sont au fond du métier et qui vraiment, donc il faut comment dirais-je, donc un coup de pouce donc uni entre ces intervenants, toutes les organismes pour qu'ils puissent unifier la méthode, ils puissent même unifier euh, un système de Merci. formation global. Merci, Serhia. Je pense qu'on Merci. est un peu serré par le temps, donc c'est pourquoi on doit laisser donc, la possibilité donc, aux autres de poser leurs questions. Si c'est mail, vous pouvez donc poser votre question de vive voix si vous voulez, parce que j'ai activé votre micro, si vous le souhaitez. Sinon, je lis votre question, parce que c'est un texte quand même un peu long. Donc, اقراها سي انس ولا rapidement عندي شويه d'accord. صداع هنا. Ah, ok, ça marche. انت Ok. rapidement انا ma question c'est que les entreprises انا عرفناهم ديال البي تي بي لو نيفو دانستركسيون ماشي شي حاجه اللي très développé. Donc انا ma question c'est كيفاش نسهلوا المأمورية على les entreprises pour recourir à ces solutions digitales. وكنعطي انا المثال دائما اللي كنعيشوه في لي شونتي ديالنا. مثلا البوانتاج باقيين كنديروا حنا في با مال دو شونتي على مان، ليطا ديال الماتيريال باقي كنديروا على مان، وخصك تصيفطو ولا تسيزي في اكسل ولا دي تروك. ما كومون est-ce qu'on peut encourager les entreprises à recourir à cette digitalisation غير pour les petits métiers بعدا. من بعد هادشي اللي درتو عليه il est très très important, c'est ce qui doit être mis en place, mais dans un premier lieu كيفاش كما تنقولوا غير on intéresse les entreprises à recourir à ces solutions digitales. Merci beaucoup. Merci, CCML, de votre question. Donc, je pense que Sicham serait le Oui. mieux placé pour répondre à cette question. Très bien. Donc, effectivement, merci d'abord pour la question, c'est Samir. Effectivement, le niveau d'instruction des collaborateurs est un sujet quand on parle de déploiement de RP ou de système de gestion ou autre. Alors, par rapport à comment s'adapter au niveau d'instruction, je dirais c'est une affaire de l'intégrateur en fait et du choix de base de la solution. D'accord? Donc, moi, je vais parler un peu d'Odoo parce que c'est la solution que je connais, mais je pense que d'autres solutions offrent les mêmes potentiels. Odoo, sur Odoo, il y a déjà une plateforme mobile. D'accord? C'est une solution qui peut être installée sur votre téléphone. Et donc, déjà, ça permet d'élargir un peu le domaine d'action de l'ERP. Aussi, les solutions à date d'aujourd'hui, ils sont ouvertes et permettent un niveau élevé de personnalisation. Donc, quand vous parlez par exemple de pointage, un intégrateur, il y a un outil sur Odoo qui s'appelle le timesheet qui permet de faire le pointage journalier de chaque collaborateur. Et on peut imaginer une interface très simplifiée où il s'agit d'un simple formulaire qui va être rempli par le collaborateur. Et à ce moment-là, je pense que la solution, s'il y a une formation préalable du collaborateur, on peut étendre la solution à n'importe quel collaborateur. Voilà, donc je dirais c'est la personnalisation et la simplification qui permet de répondre à cette problématique. Merci. Merci beaucoup, Sicham. Nous avons d'autres questions sur le chat et aussi des levées de main. Donc, Jeffrey Ayoub, bon, je vous demande quels sont les défis à l'implémentation du BIM pour la maîtrise d'ouvrage. Quel retour sur investissement? Donc, en tant que maître d'ouvrage, quel est le retour d'investissement du BIM sur le projet? Bon, alors, en tant que maître, je ne sais pas si je réponds ou vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Alors, en tant que maître d'ouvrage, je pense que le BIM, déjà, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, ça évite de faire des erreurs en mode chantier, ça annonce, ça prévient. Donc, on est plus dans de la prévention. Quand on va prendre un exemple,
une poutre qui ne laisse pas passer un tuyau, bah, ça l'annonce. On voit que en fait, dans cette maquette numérique, on a cette alerte. Donc, on voit que ça ne marche pas. Et donc, ça ne marche pas même pendant le chantier. C'est-à-dire qu'avant le chantier, on sait que ça ne marche pas. Ce n'est pas pendant le chantier qu'on apprend qu'il faut encore casser, qu'il faut refaire et donc perdre de l'argent et perdre des choses. Donc, on est prévenu. Donc, première des choses. Ensuite, bon, voilà, ça permet de partager les fichiers les uns aux autres sans perdre d'informations, sans perdre de temps. Donc, ça permet de vérifier qui dépose quoi et quand. Donc, même pour la maîtrise d'ouvrage, déléguer pour le suivi des tâches et que chacun remplit des rendus. Il y a des rendus, les gens doivent rendre. On le sait s'ils le rendent ou pas, vu que c'est partagé pour tout le monde. Donc, tout le monde sait tout. Donc voilà, donc ça permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de prévenir des problèmes. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est C'est vrai, assez… je pense que le retour sur investissement est justifié, surtout pour les grands projets. Donc, plus on a de complexité dans le projet, plus il faut recourir au BIM. Ça, je pense que c'est certain. D'accord? Donc, sinon, Aujourd'hui, c'est obligatoire hein, pour les grands projets. C'est demandé par tous les maîtres d'ouvrage d'avoir le BIM. Si, par exemple, nous, on est architecte, si on ne travaille pas avec le BIM, ben, on n'a pas le projet. Voilà, c'est simple. Hein. ouais, C'est ouais, soit ça, soit rien. oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Donc, on a une autre question de Ibrahim. Comment un technicien en génie civil peut-il contribuer à la digitalisation de la construction et devenir un atout pour l'entreprise, tout en jouant un rôle efficace dans le développement de ses compétences, pour finalement répondre aux besoins et aux aspirations de l'entreprise? Donc, la position du technicien dans la digitalisation. OK, donc, Yahya, Hicham, donc, si vous souhaitez répondre. Pour moi, bon, je peux répondre. Pour moi, je trouve le technicien, c'est le pivot de l'entreprise. Donc, euh, donc c'est lui qui, quand on dit le BIM, donc c'est lui qui intègre tout ce qui est données, tout ce qui est modélisation, tout ce qui est information dedans. La digitalisation, c'est lui qui est face à l'application de ces solutions-là, face aux contraintes qu'il a. Donc, moi, je trouve sincèrement le technicien vraiment genre très important au niveau de la partie digitalisation en général, parce que c'est eux qui en trouvent bien. Personnellement, je trouve technicien, c'est lui qui est face à ça, tout ça. Donc, tout ce qui est, on a dit les solutions relatives, même tout ce qui est smart building, tout ce qui est BIM, tout ce qui est gestion de chantier, tout ce qui est gestion de documentation, par exemple les JET, etc. Donc, personnellement, ces années-là que j'ai passées, donc, tout simplement, ce sont eux qui appliquent et qui détiennent ces démarches-là. Très Donc, bien, toujours, très bien. il faut chercher, il faut avancer sur ces points-là, trouver des solutions vis-à-vis de ses collaborateurs, quoi. Donc, c'est ça. D'accord. Merci, merci beaucoup, Sierra. En fait, je pense qu'on va laisser une dernière question. Yacine, si vous pouvez donc intervenir, je vais activer votre micro. Yacine Ben Abdeslam, Yacine Ben Abdeslam. Yacine Abslam. Oui. Exactement. Bonjour, c'est Anas. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation et pour votre intervention très, très intéressante. Donc, je me présente. Je m'appelle Yacine Abslam. Je suis le fondateur de la société Yes Innov, spécialisée dans le développement et la commercialisation des solutions techniques dans le domaine de bâtiment, à savoir les mortiers industriels. Donc, on a parlé tout à l'heure des solutions prêtes à l'emploi. Donc, nous, on développe et on commercialise ces produits-là, ces mortiers prêts à l'emploi, surtout pour le ravalement des façades et pour les ciments, les différents types de ciments. La question est destinée à M. Yahya et M. Ismail concernant est-ce qu'il y a une démarche spécifique à suivre pour homologuer ces solutions pour qu'elles soient intégrées sur BIM, c'est-à-dire dans la plateforme BIM ou la data BIM.
Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour homologuer ces produits-là ou ces solutions? Merci. Je peux répondre sur cette partie-là parce que pour homologuer bien, pour unifier ces solutions-là, on trouve par exemple des clouds, des plateformes cloud qui sont vraiment très accessibles. D'ailleurs, quand on dit plateforme cloud, donc c'est-à-dire accessible à tout le monde, c'est-à-dire les collaborateurs du projet, et c'est facile à comprendre et à apprendre. Donc, on trouve des clouds qui détectent même les présents, ou bien les collaborateurs qui sont sur site. Par exemple, donc ils détectent que, par exemple, c'est à travers l'IoT qu'ils détectent leur téléphone GPS. Donc, ils sont connectés tout simplement en Wi-Fi. Donc, dès qu'il est connecté en Wi-Fi, c'est-à-dire il est présent. Donc là, on connaît très bien que cette personne, sur un espace X, c'est-à-dire dans une salle de réunion. Par exemple, dans cette salle de réunion, donc j'ai 3 personnes, 4 personnes qui sont connectées au Wi-Fi. Donc, je dois diminuer, par exemple, la chaleur ou bien je dois l'augmenter selon l'ambiance que j'ai à l'extérieur. Donc, tout ça, ce qu'on a dit maintenant, c'est relatif sur chaque discipline. C'est-à-dire, dans le smart building, on trouve le BIM, tout ce qui est gestion de data, tout ce qui est, tout ça est connecté. Par contre, aussi, dans le BIM GMAO, on trouve toutes ces disciplines-là sont connectées. C'est-à-dire, depuis l'intégration de données de construction jusqu'à l'exploitation, jusqu'au smart building, jusqu'à les équipements connectés, etc. Donc, toujours, personnellement, je trouve toujours ces points-là de digitalisation sont toujours connectés dans toutes les clouds, dans toutes les solutions proposées. Merci beaucoup, Cyril. On va laisser, en fin de compte, une dernière question parce Anas, je pense qu'il s'appelle Anas, il m'a demandé, donc on va activer le micro. Anas, si vous pouvez intervenir. Salam alaikum. Merci pour ce webinaire, très intéressant. Bon, je me présente, je suis Anas, je suis ingénieur d'État. J'ai à peu près 6 ans d'expérience dans les chantiers de construction avec des multinationales. J'ai travaillé dans des projets PAC 3, PAC 4. Et en fin de compte, j'ai ouvert ma propre boîte et elle est un peu différente. J'ai fait une fusion entre les ingénieurs génie civil et les ingénieurs SI avec des ingénieurs en big data. Et on a conçu une plateforme de digitalisation pour les entreprises de construction. Donc, mon idée, c'est à travers mon expérience, il y a un point en commun entre tous ces projets qui sont énormes au Maroc, comme le siège régional de l'OCP, par exemple. Mais toujours, il y a un point en commun entre toutes les entreprises et tous les projets au Maroc. C'est que l'entreprise, c'est le maillon le plus faible parmi les intervenants. Donc, j'ai eu l'idée, pour commencer à digitaliser un secteur BTP, il faut se concentrer sur le plus faible et le rendre plus fort. Et comme ça, je suis les autres intervenants comme les cabinets d'architecture, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage, ils sont censés à développer leur système SI pour suivre l'entreprise de la construction durant le projet en cours de réalisation. Donc, maintenant, mon projet, il est à la phase, déjà, il est à la phase test. Je l'ai déjà testé dans 3 entreprises de construction et ça marche très bien. C'est un projet SaaS. Donc, il y a un pointage automatique avec des badges où on connaît la valeur de l'ouvrier en premier lieu, parce que les ouvriers, ils sont très, très importants au cours de la réalisation et pour les entreprises aussi. Un ouvrier qui travaille 9 heures par jour et qui donne un rendement à la fin du compte qui est très intéressant, on ne peut pas le faire expulser d'une entreprise. Alors, cette plateforme, elle défend en premier lieu les ouvriers de la construction. Anna, si vous pouvez juste poser un petit parce qu'on a vraiment dépassé le temps, hein. Ça fait donc on devait arrêter à 18, plutôt à 17 heures, mais maintenant donc on a dépassé vraiment le temps. Si vous pouvez vous poser votre question, si c'est possible.
Non, ma question, c'est, j'ai pas une question, mais j'ai une remarque que D'accord. Le Maroc, mon projet, il est déjà testé par 3 entreprises et il marche très bien. Alors que j'ai trouvé un grand problème au niveau de la culture des entrepreneurs marocains. C'est un grand problème qu'on fait face. C'est pas un problème d'outils ou bien de, nous avons conçu une application qui fait en concurrence avec Sage. Si vous connaissez Sage, elle est en Europe. Mais ici au Maroc, quand on présente notre produit avec des prix qui sont des abonnements qui sont même 5000 dirhams par an, on ne trouve pas de l'intérêt envers les entreprises. Ils travaillent toujours avec le silo, le pointage avec Excel ou bien quelque chose, mais à la fin du chantier, tous ces données, je les considère, ils sont du gâchis. Pour un autre projet, on fait un autre Excel, on ne peut pas faire des analyses à travers des données, alors que les données, c'est le trésor de l'entreprise. On peut faire des prédictions à travers ces données avec le machine learning et voir si ce projet est rentable avant même de le finir, 6 mois avant de le finir. Merci beaucoup, Merci. CNS. En fait, ça rentre dans, dans la suite de ce qu'on avait déjà dit. Donc les atouts de la digitalisation sont connus. Donc, on ne peut pas donc dire le contraire. D'accord? Donc, merci beaucoup, CNS, pour ton intervention. Et donc je voudrais, chers participants, vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons organiser certainement d'autres webinaires qui seront sur des thématiques plus spécifiques. Et merci surtout à nos chers intervenants pour ce partage qui était très, très intéressant. Donc, nous allons aussi publier ce webinaire sur YouTube. Donc, comme ça, pour les gens qui ont raté une ou une partie ou la totalité de ce webinaire, donc vous pouvez le consulter par la suite sur YouTube. Nous allons aussi le publier sur LinkedIn. Donc, merci encore une fois et à très bientôt. Allez, merci. Merci tout le monde. À Merci. bientôt. À la Au prochaine. revoir. Au revoir.